Bonjour à tous. Je m'appelle Anne-Laure Chansard, je suis directrice marketing pour Philips sur les solutions d'imagerie diagnostique. Et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue dans notre symposium dédié aux urgences. Urgence, quelle imagerie pour optimiser la prise en charge? Un échange interactif autour de la pertinence, de la précision diagnostique en IRM et scanner avant le geste interventionnel. Vous le savez tous, actuellement, les services d'urgence sont en crise. Ils doivent faire face à de multiples enjeux, et notamment à un afflux de patients permanent et grandissant qui allonge les temps de prise en charge. Une question critique devient alors de réaliser un triage à la fois rapide et efficace des patients afin de leur apporter le plus rapidement les soins appropriés. L'imagerie est essentielle dans la gestion des urgences. En effet, selon la SFR, 40% des admissions dans un service d'urgence génèrent un ou plusieurs examens d'imagerie médicale. Plusieurs examens qui parfois retardent le diagnostic et les traitements d'autant, engorgeant les urgences, augmentant les coûts de santé. Pour aborder la question de la pertinence des actes, de la précision diagnostique et de la relation entre imagerie diagnostique et la radiologie interventionnelle, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous le professeur Jean-Pierre Pruvot, PUPH, chef du service de neuroradiologie au CHRU de Lille. Le CHRU de Lille a choisi de dédier une IRM spécifiquement pour les urgences, principalement en neurologie. Le professeur Pruvot nous expliquera ce choix, les bénéfices qui en découlent et les enjeux également. Le docteur Philippe Carr, chef du pôle imagerie médicale au CH de Charleville-Mézières et actuel président du syndicat des radiologues hospitaliers, abordera la question des urgences sous l'angle du scanner, et notamment de la façon dont le scanner à détection spectrale ICON a transformé la prise en charge des patients au CH de Charleville-Mézières. Mais au-delà du bénéfice pour les patients et le personnel du CH, c'est un choix de territoire qui bénéficie à l'ensemble du GHT. Enfin, le professeur Hicham Kobayter, radiologue interventionnel au CHU Henri Mondor, abordera la question de la pertinence, la bonne imagerie diagnostique étant déterminante pour une prise en charge rapide et efficace en radiologie interventionnelle. Professeur Pruvot. Bonjour à tous. C'est un immense plaisir d'être parmi vous pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y a 35 ans, j'étais dans CJFR et puis on parlait déjà des urgences, mais on n'avait pas les moyens modernes qu'on a aujourd'hui. Et puis on disait, ça va être difficile sur les en garde. Et nous, on a décidé de faire la pertinence en permanence. On sait très bien ce qui fait la valeur des radiologues, c'est que ça ne s'arrête pas la nuit et les week-ends. On est là. C'est difficile, mais on est là. Donc l'idée, c'est de partager des expériences. Et pour cela, j'ai la chance d'avoir une équipe actuellement au bout de... Ça fait 29 ans que je suis professeur de radiologie à Lille et j'ai vraiment des internes, il y a une centaine d'internes de grande qualité, des assistants avec moi, des assistants chefs de clinique, mes associés bien sûr qui sont très costauds, beaucoup de gens connaissent Xavier Leclerc, Bruno Pertuson, Gustavo Sotores, Sabine Caron et bien d'autres, et aussi tous les anciens élèves qui font la même chose. Je pense à Jean-Yves Gauvry que j'évoquerai pendant mon topo en Bretagne et à Rennes, ce qu'il fait en bonne intelligence avec les amis de radiologues de Brest. Donc cette expérience, eh bien, il faut la mener finalement. Il faut rappeler qu'il y a 20 ans, je demande une IRM d'urgence et j'ai fait 19 dossiers. Il y a 2 fenêtres par an. Je suis très tenace, mais j'ai attendu 9 ans pour avoir une IRM d'urgence parce que les gens se disaient mais pourquoi ? Et parfois même au sein de l'institution, on se demandait pourquoi. Et je vais essayer de vous dire pourquoi. On a choisi Philips. On est dans un symposium Philips. Je suis très content d'être avec eux pour expliquer la qualité du partenariat. Il y a des machines de grande qualité, il y a des constructeurs très forts. Et c'est vrai qu'au moment de l'achat de la machine, il y a le partenariat qui joue de façon importante. On est capable de le faire avec beaucoup de constructeurs, chacun d'entre vous le fait au quotidien. Et au moment des renouvellements de machines, bien sûr, ce partenariat, c'est l'expérience qu'on a avec Philips, ça a très bien fonctionné, parce que, et avant toute chose, pour avoir de la pertinence en permanence, il faut de la qualité. Vous voyez tous les petits icônes, je ne vais pas être trop long, vous connaissez bien ça. Je vais mettre l'accent sur ce qui a fonctionné, à savoir
Olivier Tacohen, ingénieur 24/24. On peut l'appeler, on a son portable. C'est ça que je mets en avant. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose, il sait que ma priorité des priorités a toujours été la radio d'urgence. Les patients qui souffrent à 2 heures du matin, il faut être là. On ne peut pas être indifférent. On est un très gros centre avec de très nombreux passages et il faut qu'on fasse très attention. Et bien sûr, ce qu'on a aimé, c'est cette expérience patient. Donc on a partagé. Philippe nous disait, voilà, le parcours de soins, ça nous intéresse, mais aussi aux urgences. Et on a fait quelque chose ensemble pour que les lits, on a 2 lits, enfin vous connaissez tout ça, vous avez l'expérience, pour bien installer le patient suivant, laisser un petit peu de temps au patient précédent. On a amélioré encore avec eux ces lits, ils nous ont écoutés et au niveau d'Eindhoven, ça a été enregistré. On est des vrais partenaires jusqu'à l'usine mère qui fabrique la machine. C'est ça qui est important. On a amélioré les conditions de travail. Ils sont venus avec nous, ils ont pris, Olivier et d'autres responsables Philips ont pris des gardes avec moi pour voir comment je fonctionnais. Et évidemment avec mes internes et mes chefs. Ils travaillent énormément avec nous. La télémaintenance, le fait d'avoir des pièces pas loin en permanence, c'est vrai qu'il y a plusieurs machines Philips dans la région de France, donc ça a aidé aussi. Et puis tout ce qui a été personnalisé, surtout, j'insiste encore sur cette expérience patient pour dire voilà, c'est à 2 heures du matin qu'on reconnaît l'équipe radiologique. C'est à 2 heures du matin qu'il faut être excellent. Et c'est ce que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui. Je ne peux plus supporter le fait qu'on pourrait disparaître ou qu'on va disparaître. Mon doyen, que je respecte énormément à Lille, Didier Gosset, avait fait une réflexion avec des jeunes, et les jeunes étaient inquiets parce qu'ils disaient oui, dans les métiers qui vont disparaître du fait de l'intelligence artificielle, peut-être que la radio disparaîtra. Et il m'a tout de suite interpellé en me disant Jean-Pierre, il faut faire quelque chose. Il m'a invité à la conférence des doyens pour faire un topo. Non, le radiologue ne disparaîtra jamais. Il ne disparaîtra jamais. Pourquoi? Parce que ses missions sont essentielles. On valide la demande d'examen. On choisit la technique appropriée, les protocoles de qualité qui se renouvellent régulièrement. Dans la plupart des spécialités, le renouvellement est de 50% tous les 10 ans. Nous, c'est de 50% tous les ans. Il faut qu'on soit vigilant. C'est pour ça que vous êtes au JFR et aussi dans nos formations en région. La réalisation du compte-rendu est extrêmement importante. On nous pose une question, on répond au correspondant. On n'est pas simplement sur son pupitre et tout. On va voir le patient, on va voir la famille. Si c'est un petit, on va voir la maman et les parents, et parfois les grands-parents qui sont là. Et bien sûr, on écrit et on fait un compte-rendu structuré. Là aussi, on est aidé par les industriels pour structurer encore mieux nos comptes-rendus, nous aider à les mettre dans des bases de données qui nous permettront aussi de faire de la recherche, avec d'ailleurs tous les experts de la région. On a un grand projet qui s'appelle Ariane, je vous en parlerai pour ceux qui seraient intéressés, pour mettre tous les anciens chefs de clinique dans ce projet régional. À travers une série de cas cliniques, on a ce qui pourrait ressembler à un AVC mais qui ne l'est pas, des hypothèses diagnostiques erronées. Je dis souvent, c'est un peu comme le sketch de notre humoriste, on ne nous dit pas tout, on ne nous dit pas tout. Je prends ma dernière garde, incroyable, il y avait 40 bons. J'ai appelé les seniors de garde, on a trié, le malade qui avait 39 n'avait plus de fièvre, celui qui avait 37 en avait, etc. Il avait une PL, il n'y avait pas eu de PL. Le fax, c'était encore un fax, noir sur noir, moi je suis radiologue, noir, le fax ne marchait pas, noir, on se téléphone. Je dis, qu'est-ce qu'il y a de mieux que le téléphone? Dès que ça va, si hémiplégie complète, brutale, paf, j'ai pas besoin, l'externe peut me demander, l'infirmière peut me demander, mais la céphalée inhabituelle, alors là, j'ai besoin de savoir si je le fais ou si je ne le fais pas, d'avoir des précisions. Bien sûr, cet homme de 52 ans est arrivé avec un déficit moteur brachiofacial droit d'apparition brutale 4 heures plus tôt, accompagné de céphalée intense. Il a des antécédents, vous demandez d'antécédents, on va droit au but. Il a une IRM. Vous faites tout de suite le diagnostic, ça va très vite. IRM de diffusion, des lésions qui sont assez géographiques, dans des territoires multiples, vous évoquez l'AVC d'origine cardiaque. Ça c'est sûr, et même cardio-embolique. Et là, on voit même en T2 étoile des remaniements hémorragiques. Donc vous vous dites, attention, il faut y aller. Et puis le malade, sur votre machine, fait une crise, suivie de confusion d'agitation, et là,
Vous êtes radiologue, vous êtes sur place, vous dites, bon, on va pas laisser, imaginez le manip tout seul, qui sont bons, hein, on a des bons manips avec nous. Là, j'ai on ne tergiverse pas. Il faut aller plus loin. Le scanner est à côté, on le fait. Regardez, vous faites le diagnostic immédiat. Pertinence en permanence, vous êtes là. On fait l'angioscanner, vous avez vu le remaniement hémorragique de l'infarctus, et là, il y a un anévrisme, vous pensez à l'anévrisme mycotique, vous appelez votre copain qui fait l'écho cardiaque, plutôt que laisser... C'est pas le médecin urgentiste qui va faire ça, c'est vous. Moi, j'appelle David, viens, c'est David Montaigne, excellent échocardiographiste. Il me trouve les végétations endocardiques. On fait la RCP en urgence. Ça, j'adore ça, la RCP en urgence. On est là, c'est nous les pilotes, les chefs d'orchestre, et je peux vous dire que ça barde. Et qu'est-ce qu'on fait? Le chirurgien cardiaque au téléphone, il est opéré immédiatement. Opéré immédiatement. La valeur ajoutée du radiologue, c'est nous les chefs d'orchestre, c'est nous qui faisons ça, c'est nous. Confiance en nous, on peut y aller. Pourrait disparaître, il y avait tous les doyens qui étaient là, de toute la France, il n'y en a pas un qui manquait. À la fin, ils m'ont invité dans leur déjeuner. Moi, je ne voulais pas m'incruster, j'aurais pu prendre un sandwich. Je suis resté 3 heures avec eux, j'en ai amené 3 à la gare et tout, c'était parti. Et je peux vous dire que depuis ce temps-là, on nous regarde autrement. Et on est plusieurs. Vous voyez Bartoli à Marseille, il y va fort. Vous voyez Gauvry à Rennes, etc., etc. Luciani à Mondor, j'oublie personne, mais je peux vous dire qu'on défend. On défend. Homme de 50 ans, transféré à Lille pour prise en charge d'un processus expansif. Contexte de possible masse pulmonaire, patient confus, peu coopérant. On voit ça, la plupart du temps, on dit, bon, on le fera demain. Si vous avez traversé la maladie, si vous voyez les problèmes, vous attendez pas, vous faites l'IRM. Et là, pas de processus expansif, vous faites le diagnostic immédiatement. On est en temporal. Regardez, en T2 flair, en T2 étoile, une lésion qui n'est pas du tout tumorale. On est en temporal, en frontotemporal. Allez, on y va. On apprend par la famille qu'il y avait un contexte viral. On évoque l'encéphalite. On règle le problème. Tout de suite, on a corrigé l'hypothèse diagnostique, nous les radiologues. On a permis une prise en charge thérapeutique urgente. Vous savez très bien le médicament qu'il faut mettre en urgence. On a fait l'APL, on avait bon, c'était ça. N'oubliez jamais que le pronostic de ces méningoencéphalites herpétiques dépend de la précocité d'instauration du traitement antiviral paracyclovir. Évidemment, on a eu tout le résultat et on a été bon. Et heureusement qu'on n'a pas attendu le lendemain matin, parce que là, malheureusement, ça nous donne des séquelles énormes, voire des décès, ou alors des complications avec des troubles de la mémoire terribles. Bien sûr, il faut diminuer le délai de prise en charge. Cette femme de 39 ans arrive avec une baisse de l'acuité visuelle. Imaginez le nombre de personnes qui arrivent avec une baisse de l'acuité visuelle, elles sont jeunes, vous pensez tout de suite à une maladie, la sclérose en plaques. Pourquoi attendre? Vous êtes sur place, on ne peut pas ouvrir la lumière partout dans tous les centres, mais si on s'organise bien en région, quelques centres sont sur place et on ouvre l'IRM et regardez ce qu'on trouve immédiatement. Vous savez ça, sur le nerf optique, un hypersignal en T2 flair, en T1 Gado, on le voit aussi. Évidemment, on fait tout le cerveau. Et là, on a les plaques. Et c'est une sclérose en plaques. Et là, on va voir la malade. On vous dit, ça va aller, vous allez voir. On a un centre de référence très fort. Pas qu'au CHU d'ailleurs, dans différents centres hospitaliers et cliniques de la région. Expertise clinique neuro-inflammatoire, ponction lombaire, bien, tout le bilan. Et ce que j'adore de vous dire, c'est que j'ai aucun patient qui refuse de rentrer dans un protocole de recherche. Et ça leur redonne l'espoir immédiatement. Parce que c'est dur, maladie terrible. Évidemment, le délai de la prise en charge a été bien plus court. C'était un vendredi soir. Moi, je prends encore une garde par mois, mais le vendredi. Parce que le samedi, du coup, j'accuse un peu le choc, mais en fin d'après-midi. Et donc, non, le matin, je peux pas partir de l'hôpital parce que je revois tous mes dossiers. Je suis anxieux positif, mais je veux être sûr que tout soit bien avant de partir. Et puis, j'ai des très bons assistants. Et puis, moi, j'aime bien remontrer les dossiers les plus compliqués. Et puis, on partage. Et c'est très intéressant. Les chefs de clinique, les internes. C'est ça qui me plaît dans ce métier. Alors, bien sûr, le lendemain, j'avais été voir Patrick Vermersch, qui tient le service de neuro-inflammatoire avec Hélène Zéphir. Et il m'avait remercié, il m'a montré aussi d'autres dossiers difficiles de la semaine. C'est ça la coopération, c'est ça le métier qu'on adore. Évidemment, la femme de 48 ans migraineuse, ah ben oui, mais vous n'avez rien, vous inquiétez pas, vous n'avez rien, vous avez mal à la tête, c'est habituel. Mais la céphalée est intense et continue depuis une semaine. La migraine, c'est pas ça. Si ça varie, si c'est inhabituel, s'il y a un autre mode de présentation, alors là, on est là, les radiologues. Nous, et regardez. On évoque la thrombose veineuse. Évidemment, imaginez ça, l'intelligence artificielle, elle est humaine, l'intelligence. Artificielle, c'est artificiel. Nous, on est là et on regarde. Alors moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un interne avec moi. Alors, il y a 2 paires d'yeux
Mais si jamais il n'y a pas de perdu, on peut faire appel à un ami, faire la téléexpertise dans la région. Et alors, avec mon interne, on regarde, bah, tiens, il n'y a rien, regardez bien, il n'y a rien. Et il y a toujours un petit malin qui regarde le T2 étoile, et paf, le thrombus dans le... J'ai parlé un peu à la ch'ti, là. Le thrombus, la merguez, dans la veine corticale. Mais oui, elle est là. Et le malade va être sous anticoagulant. Et vous savez, je ne me remets pas d'un jeune de 20 ans qui est mort devant mes yeux sur le scan avec un état de mal convulsif il y a 25 ans quand j'étais interne. C'est pour ça que je me suis battu pour l'IRM d'urgence. C'est pour ça que je me suis battu. Et quand il a fallu l'installer, j'ai dû aller au conseil régional qui m'a donné 3 millions pour ça parce qu'il n'y avait pas dans l'institution on a 10 millions en tout pour tous les équipements, des pouces-seringues aux ECG et compagnie. Rien m'a arrêté. Et dans chaque région, il y a des personnes comme moi, je peux vous dire, on s'arrache, il faut s'arracher. Parce que les malades, eux, alors vous voyez évidemment, alors on me dit oui, mais après on l'a vu. Moi je veux voir la bonne séquence, c'est comme la diffusion, c'est comme l'ASL pour les angiomes maintenant, les MAV. Eh bien là, c'est la bonne séquence. Allez, oui, mais avec l'esprit d'escalier, on le voit. Moi ce que je veux, c'est pas d'escalier. Je veux tout de suite quelque chose, paf, on le voit. Et c'est le T2 étoile, il faut le regarder. Je termine avec un bonheur immense, et je suis dans les temps, parce que mon élève Jean-Yves Gauvry, incroyable, je l'ai eu avec moi avec bonheur pendant 20 ans. Il est arrivé à Rennes, il est devenu professeur là-bas, il a monté quelque chose avec le docteur Duret Ben Salem, professeur, à Brest, avec tous les radiologues, libéraux, publics. Il a fait quelque chose d'incroyable, j'ai 2 diapos pour finir, je suis fier de lui. On essaie de le faire dans le Pas-de-Calais et Picardie, maintenant dans les Hauts-de-France. Regardez ce qu'il a fait. Le Crében, un centre régional breton d'expertise neuroradiologique. Incroyable. Une telle expertise pour des avis neuroradiologiques toute l'année, tout au long de l'année, mais en mettant finalement une équipe complète, pas que le CHU, les libéraux, les hospitaliers, tout le monde ensemble, et aussi une téléassistance pour faire la thrombectomie, mais aussi l'IRM, pour ouvrir les IRM 24-24. C'est génial. Je suis impressionné par ça, et je peux vous dire que, regardez son histoire, c'est diagnostiquer plus facilement et rapidement l'AVC, ça c'est facile. IRM, c'est facile à expliquer, pas facile à faire. Hein. Mais si on compte sur tout le monde, IRM 24-24, nos manipulateurs pilotent l'IRM, mais il y a un neuroradiologue en permanence dans un centre qui aide les manipulateurs en cas de besoin, et lui, il n'est pas à la maison, il est dans un des centres, et puis ça tourne. C'est une équipe vraiment de qualité, où ils ont tout mutualisé ensemble. On favorise au maximum la substitution scanner vers IRM, parce qu'on sait que la machine du cerveau, c'est l'IRM. On améliore les pratiques radiologiques et médicales, parce qu'on se montre les dossiers, puis tous, on peut faire des erreurs, mais ce qui est bien, c'est de se remettre en question, on doute, on appelle, et puis quelqu'un dit, bah oui, tu as raison, on conforte, ou alors, bah non, il y a ça, et on apprend. Et c'est ça qui est bien, et on envoie le PowerPoint des JFR, on envoie un petit article de bibliographie, et tout le monde améliore son niveau. Et évidemment, on assiste à la prise en charge thérapeutique de l'AVC. Vous voyez, ce que j'aime bien dans cette diapo, c'est ce que j'ai trouvé vraiment, la communauté, voilà, au milieu, vous voyez, la communauté. C'est la communauté de radiologues. Tout le monde est dans le bateau. Incroyable. J'adore le bateau dans la Bretagne, c'est magnifique. Hein. Les régions françaises, c'est trop beau. Évidemment, la téléassistance, regardez le Jean-Yves. Il a eu confiance dans les radiologues des hôpitaux. Et vous savez que Vannes, par exemple, se remplit beaucoup pendant les périodes de vacances. Et les personnes qui ont pris leur retraite, les personnes plus âgées, sont heureux d'aller dans cette région-là. Il faut les aider, ils peuvent faire un AVC. Et donc il s'est dit, avec mes anciens élèves qui sont radiologues vasculaires à Vannes, je vais les piloter à distance, avec toute l'équipe. Hein. Il y a vraiment une belle équipe de neuroradio là-bas. Et je peux vous dire que ça aide à augmenter le nombre de thrombectomies. Et c'est remarquable. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous remercier de votre assistance, ça me fait très plaisir. Et vous dire que c'est pas facile, mais si on peut s'entraider, si on peut s'associer pour donner un petit peu le résultat de nos expériences, eh bien la Société française de neuroradio est là. Elle est pilotée par François Coton. On a la chance d'avoir un très bon bureau. J'ai passé un dîner la veille des JFR avec eux. J'ai confiance en eux et j'ai surtout confiance, grâce à François Coton, à ce bureau. Et il a invité tous les jeunes. C'est le génie, les jeunes en neuroradio interventionnelle. Il est en train de faire la même chose en neurodiagnostic. Et j'ai confiance dans ces jeunes et je peux vous dire que les patients nous attendent et on est là. Merci pour votre attention.
Merci professeur pour cette intervention passionnée et passionnante. On prendrait bien quelques questions quand même pour le professeur Pruvot. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Pas de questions pour le professeur Pruvot? J'en ai une Si. à me poser. Ah. En fait, récemment, on m'a dit, mais vous savez, pourquoi vous continuez à prendre des gardes, puis avec la téléradiologie, pourquoi vous êtes à la maison, et puis il faut plus faire ça, etc. Bon, moi, j'écoute beaucoup tout le monde et les jeunes. Donc, j'ai réuni autour de Grégory Kuchanski, qui va me remplacer dans peu de temps, tous les chefs de clinique avec lui. J'ai dit, attention, c'est une question ouverte, c'est les réunions de service, hein, vous me dites oui, vous me dites non, faut pas me faire... Mais on ne comprend pas votre question, on est tellement content de faire ça, on apprend, c'est là où on apprend. Ça m'a fait énormément plaisir. J'ai trouvé mon successeur, j'ai trouvé une équipe qui va s'associer, donc il y a des nombreux successeurs, mais il faut un coordonnateur, il va le faire. Et il m'a dit oui. Mais après, j'ai aussi réuni mes internes. Et donc ils sont 100, j'ai pu en réunir une vingtaine. Et ils prennent les gardes avec moi. Alors c'est vrai que moi, je peux plus manger à l'internat, donc je fais un petit banquet pendant la garde. Et, enfin, un banquet, je veux dire, on essaie de bien manger ensemble. Moi, je peux plus supporter les trucs voilà. Et donc, on est bien. Et là, non, je les écoute, on s'entend bien. Et puis, j'essaie aussi de progresser grâce à tout ce qu'ils me disent. Et eux me disent, monsieur Pruvot, on ne changera pas. Par contre, il faut faire attention à celui qui est tout seul dans l'hôpital. Et il faut s'associer, il faut l'aider. Et là, la téléradio peut nous aider. Mais il ne faut pas piloter la téléradio avec des régions très, très loin. Il faut prendre... Il faut prendre les radiologues de chacune de nos régions, associer tout le monde. Moi, j'ai des radiologues libéraux et hospitaliers qui veulent nous aider. Et c'est ça le message, la communauté. Merci. Docteur Carr, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Ça ne va pas être facile de faire un topo derrière Jean-Pierre Pruvot. Bon, heureusement qu'on se connaît, mais c'est très compliqué. Mais aussi, ce qu'il y a, c'est que lui, il s'occupe du crâne, mais c'est quand même pas... Nous, on fait tout le reste. Donc, voilà. Voilà. Donc, je voulais vous raconter un petit peu pourquoi on est arrivé à une solution d'un scanner de type Icon à Charleville-Mézières, qui est un petit centre hospitalier non universitaire de la basse province du Grand Est. Vous savez qu'il y a 3 ans, le gouvernement nous a amené à remanier considérablement nos structures hospitalières pour transformer 1400 établissements de santé en 135 GHT. Donc moi, je suis dans le Grand Est, vous voyez, on est 15 GHT, et tout en haut, le petit truc rose, là, qui est le GHT numéro 1, l'ancienne Champagne-Ardenne, c'est nous. Donc, on gère, à partir de Charleville-Mézières, 5 hôpitaux, dont 3 qui ont de l'imagerie, avec 4 scanners et 3 IRM. Et au moment de cette restructuration, on a réfléchi à comment faire pour trouver une machine qui soit polyvalente, brillante, efficace, et qui puisse permettre à toute la population de notre GHT de se rassembler dans les cas difficiles sur ce plateau technique. Et on a choisi donc ce fameux scanner spectral. Pourquoi ? Donc sa polyvalence aux urgences, qui est assez exceptionnelle, c'est sûr que le cerveau, c'est l'IRM, mais de temps en temps, qu'on passe avec un scanner, et vous voyez sur le côté gauche une structure conventionnelle, et au milieu, vous voyez qu'après l'injection, avec le rehaussement de ces fameuses boosters d'énergie à basse énergie, à 40 keV, on voit très bien beaucoup mieux les lésions. De même, on fait tout. Donc, une douleur thoracique qui arrive la nuit, 38 ans, voilà, vous voyez un step and shoot, un contraste à 36, une DLP minime pour un diagnostic correct. Et ensuite, avec les acquisitions spectrales, vous voyez très bien. On peut avoir une petite... Bon, écoutez, c'est pas grave, mais vous voyez que dans la partie moyenne, il y a sur le Z effectif, vous voyez très bien le myocarde. Ah ok, parfait. Ouais. Donc vous voyez, on voit très bien ici le myocarde sur le Z effectif, et donc on a très vite un diagnostic sûr.
Là, vous voyez, ça c'est du classique, une nuit, douleur abdominale, une masse que le patient perçoit dans la région épigastrique. On lui fait son scanner en urgence, un thoracome de pelvien classique, vous voyez 4 secondes d'acquisition, un contraste à 60 ml, une DLP minime, et puis vous voyez donc ces lésions multiples, ce pauvre garçon, des métastases diffuses, et puis vous voyez la cartographie d'iode qui montre encore beaucoup mieux toutes ces lésions, et quand on arrive aux données spectrales, vous voyez très vite, on arrive à voir en temps réel, on recherche un primitif, et le côlon, je vous assure, il n'y avait rien, mais en regardant bien, on s'aperçoit que ici, là, on a une petite zone en densité d'iode qui se rehausse correctement, alors que sur le sans injection, on ne voyait rien, et que vous voyez qu'on a pu émettre qu'il y avait un doute fort diagnostique sur cette zone, et effectivement, lors de la biopsie, c'était un carcinome gastrique. En plus, on n'est pas gêné, même quand les patients sont un peu forts. Vous voyez le mode radio avec une certaine épaisseur, un BMI élevé. Eh bien non, cette machine, elle traverse tout. Vous voyez, pour une DLP à 434, on arrive à faire un diagnostic toujours avec notre Magic Glass, avec toutes les données spectrales. Vous voyez ici les données R40 keV en rehaussant le contraste. Ici, en iode densité, le Z effectif, et donc c'était bien une pathologie inflammatoire localisée. On est aussi un centre généraliste, donc de l'abdomen, un peu de cerveau, du poignet, et vous voyez qu'on avait une forte suspicion sur la radiographie d'une lésion fracturaire du scaphoïde, mais en données spectrales, en plus, on a d'autres avancées avec cet œdème que vous voyez. Et demain, si vous voulez comprendre un peu mieux tout ça, il y a quelqu'un de l'équipe qui fait un topo sur la suppression de graisse demain matin. Là, un truc plus classique, standard, vous avez la douleur de la colique néphrétique, et puis on permet, et cette machine permet très bien, de faire la différence entre les différents composants de ces fameux calculs rénaux, avec, vous voyez très bien ici, sur la carte de suppression d'acide urique, le trou. Ici, sur la carte d'acide urique, on voit très bien cette zone, et en Z effectif, on aperçoit et la sonde et le caillou sans aucun problème. Alors le problème que vous connaissez aussi, c'est les découvertes un peu difficiles que l'on fait en urgence. Ça, c'est un patient que l'on connaissait, qui était suivi pour un traitement de métastase colorectale hépatique, avec une douleur qui survient dans la nuit. Il arrive, on lui fait son scanner, et vous voyez qu'ici, on a une zone qui est relativement isodense. Quand on regarde avec le booster diode, vous voyez, on se met à 59 keV, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de prise de contraste, et surtout, avec la densité diode, on a une iode à 0,02, donc aucune prise de contraste, donc on est rassuré, et c'était une séquelle d'un traitement local. Par contre, chez ce même patient, quand vous regardez bien, il y avait une autre petite image dans ce coin qui était de la même densité spontanée que la plus volumineuse. Et quand on regarde, il y a une petite prise de contraste complètement attestée par la densité d'iode, où là on a plus d'un gramme 69 mg par millilitre, et qui traduit donc bien une lésion réapparue. Alors là, plus surprenant, ça c'est une carte qu'on a eu beaucoup de mal à comprendre et dont on se sert maintenant de manière tout à fait routinière. Vous voyez, pareil, douleur abdominale, pas très inquiet, il y a un petit caillou dans ce coin-là. Et puis, au niveau de la tête du pancréas, vous voyez, dans cette zone, pas grand-chose. Et là, paf, la densité électronique, vous voyez qu'on met en évidence la voie biliaire, et à l'intérieur, il se passe quelque chose. Et quand on regarde mieux dans tous les plans, vous voyez bien qu'il y avait une pathologie distale qui a été traitée par chirurgie et qui était bien donc un ampelome matériel. Donc vous voyez qu'avec cette machine, on arrive à avoir une gamme multiparamétrique complète qui permet d'identifier plein de choses. On peut même aller très loin, jusque l'analyse des parois de la vésicule. Alors aussi, ce qui est important en urgence, ça c'est une machine qui est ultra simple d'utilisation. Hein. C'est vraiment comme une autre machine. Il n'y a pas à vous dire je fais du spectral, pas du spectral. Pour le manipulateur, c'est d'une simplicité enfantine. Alors, il voulait aussi attirer l'attention sur une chose importante, c'est la dose. Donc, on a déjà eu, entre guillemets, la chance de pouvoir comparer chez le même patient à moins d'intervalle, vous voyez, un examen des troncs supraortiques. Vous avez exactement, j'ai essayé de faire exactement les mêmes reconstructions, et vous voyez que sur le fichier standard, sur un scanner 4 cm qui était un ICT, on a 450 mg par centimètre, alors qu'avec le spectral, vous voyez, on diminue drastiquement la dose.
En plus, bon, nous ne sommes pas des physiciens ni autres, c'est quand même assez facile à comprendre, facile d'utilisation pour le radiologue. Vous voyez le double couche qui génère ces images avec des énergies différentes. On a à la fois les images standards de qualité et toutes les images spectrales. En plus, la visualisation des images est extrêmement simple avec le Spectral Viewer. Vous avez à la fois l'imagerie conventionnelle de haute qualité et en même temps, vous allez avoir les données spectrales que vous allez chercher de manière tout à fait simple en allant cliquer sur votre petite zone de spectrale, voilà, qui apparaît. Vous pouvez choisir toutes les reconstructions que vous voulez. Et là, nous sommes des fans de la suppression de calcium et vous allez voir que tout de suite, en temps réel, on arrive à supprimer le calcium, voir l'œdème au sein du métacarpe et du métatarse. De plus, cette machine est extrêmement efficace. Ça, le classique de base, c'est suspicion d'embolie pulmonaire. Alors, on a complètement modifié notre façon de regarder les examens. Maintenant, on regarde en premier le parenchyme, vous voyez, soit avec le Z effectif, soit avec la densité d'iode, pour ensuite regarder, et on voit le tout petit défect dans cette zone qui traduisait bien une embolie pulmonaire. Bon, on fait aussi de l'os, hein, vous avez vu tout à l'heure un poignet. Là, c'était un jeune homme qui avait eu un traumatisme au foot. Et on a commencé, il avait un gros genou douloureux, on a commencé par faire une IRM et vous voyez du liquide et de l'œdème. Et puis, on ne comprenait pas bien, on avait du mal à bien voir son pivot central. Et on s'aperçoit que si on fait la suppression de calcium, on arrive à voir exactement l'œdème. Mais en plus, quand on regarde bien, comme on a l'imagerie conventionnelle, il y avait une petite fracture que l'on ne voyait pas bien du tout à l'IRM. Alors, je ne peux pas non plus vous laisser partir sans vous parler un peu de l'impact économique que l'on a pu vérifier. Vous voyez, dès qu'on peut arriver à utiliser les mono-I et les bas mono-I, on a une réduction drastique du contraste injecté. Vous voyez bien ici une aorte thoraco-abdominale guettée, on a injecté 30 cc. Auparavant, on mettait 90. Donc, vous voyez qu'ici, ça paraît insuffisant, mais dès que vous boostez, avec le 40 keV, on a une injection aortique majeure. Alors voilà, on a réussi à faire une analyse rétrospective sur un trimestre en 2018 et 2019, et vous voyez la modification considérable selon les territoires que l'on a pu faire. Donc une aorte thoracique, je l'ai dit 30, aorte abdominale 23 de moyenne. Hein. L'embolie pulmonaire, vous voyez, on est en dessous de 20 cc pour faire le diagnostic d'une embolie pulmonaire. Là, c'est la comparaison chiffrée que l'on a ressortie des données de la pharmacie. Hein. Vous voyez qu'on a fait, en un trimestre, on a pu comparer, 2018-2019, 10% d'injections supplémentaires pour un abaissement des commandes de 30%. Et pour finir, et passer la main à mon camarade Hicham, vous voyez ici une lésion hémorragique sur une pancréatite avec un faux anévrisme. On s'est empressé de le mettre en salle de vasculaire, de cathétériser, de mettre 2 petites gouttes de colle, comme nous a appris notre ami Romaric à Dijon. Et voilà. Mais c'est ma pratique, mais je ne suis pas un expert de la radiologie interventionnelle et je vais laisser le soin à notre ami Hicham d'en parler plus facilement. Merci beaucoup. Merci, docteur. Y a-t-il des questions pour le docteur Carr, s'il vous plaît ? Avant de passer la parole au professeur Kobeiter. Pas de questions, professeur, si vous voulez bien. Bonjour à tous. Merci à Philips de nous avoir invités. Et je ne peux pas ne pas parler de notre ami à tous et mon mentor Alain Ramouni dans cette séance où il y a Jean-Pierre Pruvot, Philippe Carte, Lochi. Et ça fait 2 ans, il nous manque beaucoup. Sur ce, je vais avancer. Ça, c'est la liste de l'ensemble des membres qui font de la radiologie interventionnelle, sauf Monsieur Luciani, mais qui, lui, fait de la radiologie interventionnelle en faisant du diagnostic parce qu'elle est très, très forte. Alors, pour passer, c'est quoi l'impact de l'imagerie interventionnelle? Dans tous les cas, dans le CHU Raymond d'Or, nous, on a à peu près 130 000 passages de patients par an dans le service et on a une garde seniorisée et plus un interne de garde sur place, plus une astreinte seniorisée de radiologie interventionnelle et ça, c'est depuis bientôt plus de 20 ans. Alors,
l'activité urgence fait à peu près partie pour 20% de notre activité quotidienne en radiologie interventionnelle, ce qui est assez important. En gros, on fait aux alentours de 2200 à 2400 patients par an en radiologie interventionnelle. Je parle que de la radiologie interventionnelle, je ne parle pas de la neuroradiologie interventionnelle. On en dira un mot à la fin. Mais en gros, pour la radiologie interventionnelle, l'urgence fait partie avec 400 patients. Et c'est essentiellement de l'hémorragie. Et quand on dit de l'hémorragie, on parle beaucoup du stroke, de l'urgence et d'aller vite. C'est une notion qu'on a très peu en radiologie, c'est le damage control pour les patients qui saignent. En gros, plus on arrête le saignement tôt, plus les patients survivent. Et ça, c'est une notion qui est très importante, parce que souvent on dit, oui, il est stable, ça va, on peut attendre, on va voir comment ça se passe. C'est très mauvais. Plus on ferme le robinet tôt, mieux c'est. C'est une notion, il faut aller vite. C'est comme les strokes, il faut aller vite. Et puis les strokes, les patients, ils ne meurent pas toujours. Les patients, quand ils saignent tout le temps, ils finissent par mourir. Il y a plus de morts par hémorragie que de morts par stroke. Il faut rester là-dessus. Et c'est très, très important d'avoir cette notion et de bien le communiquer aussi aux tutelles qu'il y a aussi cette importance de contrôle hémorragique. Alors, nous, on a fait cette philosophie de garder la radiologie interventionnelle au sein de la radiologie. On n'est pas dans les blocs opératoires. On est dans le service de radiologie. On est à côté où là, on fait les diagnostics d'hémorragie, qui c'est essentiellement le scanner, comme on l'a vu avec Philippe. C'est très, très important. Il y a même certains de nos collègues qui pensent à nous faire appeler des chirurgiens. Moi, je ne suis pas chirurgien, je n'ai pas envie de l'être. Je suis radiologue et je veux être radiologue interventionnel. On a fait 2 salles grâce à une grosse collaboration avec Philips, où on a eu des cofinancements pour cela, et tout ça est passé à frottement dur avec l'administration, mais on a quand même réussi à le faire, à monter les dossiers, à se battre. On a eu des mails qui n'étaient pas toujours très gentils, mais on les a assumés, on a continué, et cette collaboration a augmenté, et actuellement on a même eu une installation pour aussi aider nos collègues non-radiologues qui n'avaient qu'une salle biplan. On a installé une salle biplan en imagerie médicale, qui est installée à côté des urgences, à côté des CRM, à côté de tout, et on partage le plateau la nuit pour faire. Et eux, s'il y a une thrombectomie, ils peuvent travailler dans la biplan. Nous, on a une salle monoplan, on peut travailler pour faire les urgences. Et ça se passe en très bonne entente. Et les anesthésistes sont les premiers à être très, très contents. Ça, c'est nos installations. Et ce qui fait, on peut mutualiser même nos collègues anesthésistes et les collègues infirmiers anesthésistes qui sont une denrée rare pour pouvoir travailler d'une manière assez intelligente. Pourquoi travailler là-dessus? Parce que la radiologie interventionnelle, elle touche à plein de choses. Et l'image, elle est au centre de tout ça. Et c'est vraiment très, très important. La notion que l'image est au centre du thérapeutique. Et on va travailler sur un panel de plusieurs pathologies en même temps. C'est de l'urologie, du digestif, de la neuro. Et tout ça a besoin d'être communiqué. Parfois, les techniques d'imagerie peuvent être l'IRM de meilleure qualité pour la neuro, le scanner pour les aortes, l'échographie pour les reins, et on va pouvoir travailler avec le transfert de l'innovation dans la pratique clinique. En gros, on va essayer de voir le plus de fusion d'images, d'exploiter les données de l'imagerie diagnostique pour les intégrer avec l'intervention. Il y aura toujours des gens qui diront, mais moi j'ai fait des artériaux, ça se passait très bien, c'est fini. Il faut qu'on aille un peu plus loin pour encore réduire toutes ces complications liées aux produits de contraste, des réinjections, les rayons X d'une manière très importante, en utilisant les moyens diagnostiques qu'on peut avoir, les scanners et les IRM. Juste quelques exemples qu'on a vu tout à l'heure. C'est un patient qui avait un anévrisme aortique rompu. Le scanner a été fait pas à Mondor, mais à l'extérieur. Il est venu avec. Il commençait à avoir une défaillance rénale. Pour éviter d'injecter du produit de contraste sur ce patient, et ben, ce qu'on va faire, on va utiliser la fusion d'images, on va poser l'endoprothèse sans aucune injection de produit de contraste, sauf à la fin. Là, ça, c'est toute la pose. On utilise le scanner pré-implantation. On a déjà travaillé, on a déjà publié notre expérience qui montre qu'on réduit drastiquement les injections de produits de contraste de manière significative, les rayons et les temps opératoires. Avec 20 cc de contraste, on pose une endoprothèse aortique chez un patient qui en peut. Les 20 cc ont servi uniquement au contrôle pour être sûr qu'il n'y avait pas d'onde de fuite.
On peut le faire aussi avec l'IRM. Ça, c'est une pose du nombre de prothèses sur un patient qui était très allergique à l'iode, qui avait déjà fait 2 chocs anaphylactiques, qui était hautement stenté dans les coronaires, qui était vraiment totalement contre-indiqué à une chirurgie. On a réussi à emboliser une iliaque interne, puis poser l'endoprothèse aortique sous fusion avec l'IRM. Et ce patient, on a fait 0 cc de contraste. On a publié aussi notre série avec des interventions et absolument aucune graphie chez ces patients. En urgence, ce qui est connu quand on parle des anévrismes digestifs. Les anévrismes digestifs, quand on compare les anévrismes non rompus traités par endovasculaire par rapport à la chirurgie, il n'y a pas de différence. Les deux font aussi bien. Sur les rompus, clairement, il ne faut pas les opérer. Quand un anévrisme rompu qui arrive, digestif rompu, l'endovasculaire fait beaucoup mieux en termes de survie. C'est l'indication principale, on l'avait vu tout à l'heure avec Philippe Cart, je vous ai montré, et l'angioscan est indispensable. Vous savez, il y a des jeunes dans la salle, il y a 15-20 ans, les réanimateurs disaient « Quoi, on va faire un angioscan, on va perdre du temps, on va injecter du contraste, on va refaire l'artériaux, ça va être beaucoup de contraste. » Non, c'est fini. Avec ce qu'on a demandé de Philippe Cart, avec 20-30 cc de contraste, on peut le faire. On peut utiliser ces images pour aller traiter ces patients. Et l'anatomie dans le système digestif, elle est parfois très, très complexe. On a besoin d'avoir une précision importante. Ça, c'est un cas que je vous montre. C'est une jeune femme qui est médecin, qui vient parce qu'elle s'est énervée sur les policiers, parce qu'ils lui ont donné un PV, elle a commencé à crier et tout, et puis elle est, hop, tombée dans les pommes. Ça, en plus, c'est la femme d'un médecin que je connais. Voilà, c'est pour dire, elle arrive à Mondor, on lui dit oui, elle a eu un scanner, oui, vous avez un kyste rompu parce qu'il y a un épanchement dans le Douglas, et puis en regardant plus précisément, on regarde qu'il y a un petit épanchement autour du pancréas, et puis en refaisant un scan avec injection artérielle, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un petit anévrisme sur l'artère splénique, qui était totalement passé inaperçu. Là, on fait la reconstruction, on dégage bien l'anévrisme, qui est un anévrisme splénique rompu, qui est de petite taille. Je vous montre l'image, l'artériographie. J'aurais fait l'artériographie, j'aurais rien dit. J'aurais dit, OK, c'est bon, il n'y a rien. OK, c'est des boucles, c'est compliqué. Néanmoins, avec le scanner, on a réussi à savoir où c'était, aller l'emboliser, mettre un stent couvert, puis rajouter quelques cols. C'est vrai que maintenant, avec les nouveaux systèmes d'angiographie, on peut faire de l'angiographie 3D en salle. Et c'est vrai, c'est un gros apport. Par exemple, quand on a des anévrismes sur les artères digestives, pour bien préciser le collet, savoir d'où, fallait d'où, jusqu'à où, les longueurs des stents, les longueurs des coils, ça peut être aussi en grande aide. Et l'angiographie 3D, qui était très réservée à la neuroradiologie, est maintenant quelque chose de routine dans l'utilisation de la radiologie interventionnelle périphérique. C'est le cas qui a été traité avec un stent couvert. Urgence et polytraumatisé. Je montre quelques cas, surtout ce cas-là, parce que c'est un cas qui vraiment me tenait à cœur. C'est un patient jeune qui s'est défenestré du 3e étage, qui arrive avec un choc hypovolumique, avec hémopéritoine. Et quand on regarde, des zones de saignement multiples, et le fait d'avoir fait le scanner nous permettait de savoir vraiment où est-ce qu'il faut qu'on aille. Ce patient a eu l'artériographie, l'embolisation, on a embolisé 7 sites. Si on avait le scanner, il fallait faire l'artériographie quasiment du corps entier. Mais là, on savait. On partait, on avait un plan, on allait directement sur les sites et ça a permis de le sauver et de le stabiliser très vite. Il a passé quelques jours en réanimation, quelques rééducations, mais il s'en est sorti. Un autre patient greffé hépatique, choc hémorragique, il l'ouvre, voit du sang, il referme, il l'envoie au scan. Bon, je ne sais pas pourquoi ils l'ont ouvert. Mais bon. On regarde dans le scan, ils disent oui, il y avait un saignement, on avait l'impression que c'était portal. Et quand on regarde bien, il y avait une petite lésion au niveau du tromporte qu'on retrouve ici. Je sais pas si vous voyez. C'est pas évident. Alors quand on reprend l'artério, là aussi on retrouve la toute petite lésion qui est sur le tromporte, ce qui nous a permis de poser une endoprothèse chez ce patient pour lui arrêter le saignement. Et il a rompu son artère quelques jours plus tard. Ça, c'est le contrôle en scan. Ils l'ont réouvert, je ne sais pas pourquoi encore. Ils ont juste pu mettre un petit lasso autour de l'artère. Ils nous l'ont emmené en artério, on a remis un stent couvert. Mais je vous montre cette image, juste pour montrer où on va. La vraie, parce qu'on peut dire, oui, est-ce que c'était rompu, pas rompu. En fait, on voit très bien le stent ici, avec juste une petite couche translucide qui est autour, qui correspondait à la rupture au niveau du tromporte. Pour se faire peur, parfois on aime bien se faire peur aussi en interventionnel, c'est un patient qui était opéré en chirurgie orthopédique, choc hypovolémique, soit c'était que des jeunes, moins de 40 ans.
énorme saignement sur le scan. Et là, quand on va à l'artériaux, ça fait un peu peur. C'est 15 minutes d'intervention, mais c'est parce qu'on savait qu'on était sur l'iliaque. Là, je ne peux pas savoir. Est-ce que c'est l'aorte? Est-ce que c'est l'iliaque droite? Est-ce que l'iliaque gauche? On savait où était la lésion sur le scanner. Et là, 5 couverts, 15 minutes d'intervention et c'était réglé. Les AVC, là aussi, c'est hyper important d'être à côté du plateau technique parce que aller balader le malade un peu partout, revenir et machin, il faut être à côté de l'IRM, à côté du scan et ça permet de faire un traitement le plus rapidement possible pour sauver le plus de patients possible. Et je sais que c'est une mission que Jean-Pierre a très à cœur, c'est sauver les malades, c'est ce qui compte le plus et le rôle du radiologue est très très important dans le sauvetage des malades. Pour conclure, la radiologie interventionnelle, c'est indispensable pour la prise en charge des patients en urgence. L'imagerie de coupe, scan, IRM, c'est la base. C'est pour ça que les radiologues diagnostiques doivent être inclus dans tous ces projets et construire les choses avec eux. Nous, la plupart de tous les gens qui font du diagnostic font aussi de l'interventionnel et vice-versa. Réduire le temps, les rayons X et le contraste, c'est aussi une chose importante pour éviter les complications post-interventionnelles. Et puis, vraiment, il faut garder l'unité de la radiologie et pas séparer la radiologie interventionnelle et la radiologie diagnostique d'une manière très, je dirais, brutale. Je vous remercie. Merci, professeur. Y a-t-il des questions pour le professeur Kobeiter? Peut-être pas de questions. On va laisser le mot de la fin au docteur Carr. Bon, vous voyez, merci d'être resté jusqu'au bout dans cette session. Vous voyez que vous avez vu 3 utilisateurs Philips très heureux, chacun dans son domaine et dans des situations d'urgence où vous voyez la complémentarité entre l'IRM, le scanner et comment on peut planifier tout ça pour arriver à des diagnostics et des traitements les plus efficaces et surtout les plus importants et les plus rapides pour nos patients. Jean-Pierre a beaucoup insisté sur la présence du radiologue, donc ça c'est un élément majeur. Il faut être là pour bien indiquer les examens, il faut être là pour bien les réaliser. On a les bons outils maintenant et puis il y a les hommes et les jeunes qui vont être là pour la radiologie interventionnelle qui reste un attrait très important pour notre société. Et je peux vous dire que tous, on lutte pour que cette radiologie interventionnelle se développe dans un cadre d'autorisation qui va permettre son développement et sa pérennité associée à le radiodiagnostic et l'interventionnel. Vous voyez que c'est indissociable et on est tous là pour faire en sorte que ça perdure. Merci beaucoup.